bonjour à tous. Donc, moi, je suis Patrick Jocky, je représente le comité d'entreprise RATP. J'ai intégré le comité d'entreprise RATP il y a 2 ans maintenant. Ma mission est de mettre à profit mon expérience professionnelle au sein de divers centres de relations clients durant une vingtaine d'années. Donc j'accompagne le CE RATP dans sa transformation. Alors comme toutes les entreprises, le CE a dû se transformer, opter pour ce virage, prendre ce virage de la digitalisation, un petit peu à marche forcée. On a été également aidé par le contexte sanitaire, ce qui nous a bien aidé à mettre en place les choses. Notre objectif était de rassurer nos clients, leur montrer qu'on pouvait être très très proche d'eux. On peut considérer qu'on a réussi, car aujourd'hui nous sommes plus proches de nos clients que jamais et ils nous remercient pour ça. Alors le comité d'entreprise, c'est 300 collaborateurs environ, avec 2 missions principales. Comme chaque comité d'entreprise, vous avez d'un côté la défense des salariés. De l'autre côté, et ce qui nous intéresse ici, c'est nous fournissons des prestations sociales et culturelles donc, à nos adhérents, 100 000 bénéficiaires retraités RATP, mais également agents actifs, 100 000 bénéficiaires en tout, à qui nous fournissons des voyages, des loisirs, de la restauration collective, tout ça à tarif négocié ou alors tarif subventionné. Voilà pour moi. Bonjour à tous, donc Éric Delattre, moi je suis directeur du développement et de l'organisation de Local.fr. Donc Local.fr, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on intervient sur le marché de la communication digitale locale, d'où notre nom. Et essentiellement, on vend des sites web aux artisans, commerçants, professions libérales et petits clients. Voilà, donc on est implanté sur tout le territoire français hors Île-de-France. Il nous reste à conquérir la capitale, ça ne saurait tarder. Voilà, donc on a une relation client avec énormément de petits clients. Donc on a à peu près 12 000 clients actifs à ce jour. Et on a essayé d'avoir à la fois de tenir notre promesse du local. Donc on a une organisation très décentralisée à travers 11 agences locales, tout en ayant une qualité de service et une relation client globale et pour laquelle on assure un engagement global. Donc le local versus global, c'est ce qu'on a essayé de travailler avec Inno et je pense qu'on y est parvenu, j'espère. Voilà, on va en parler dans les minutes qui viennent. Voilà, donc c'était la présentation de Local.fr. Merci Eric. Jérôme, quelques mots? Eh bien, bonjour, je suis Jérôme Guez. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans l'IT, puis dans la relation client. Je suis intervenu dans des gros groupes industriels, dans de l'assurance, dans du e-commerce, dans du voyage. Et j'ai rejoint Inno Télécom il y a maintenant 3 ans en tant que directeur des opérations. Et donc, j'ai à charge de qualifier les projets, de les délivrer en qualité. Et ici présent, j'ai pu accompagner Patrick sur l'intégration de nos solutions et de nos process au sein du CE de la RATP. Bien, merci à tous pour cette rapide présentation de vos entreprises et de vos activités. Donc, si on rentre dans le vif du sujet maintenant, on constate vraiment que on passe de plus en plus d'un centre d'appel à un centre de relations de clients, voire, je rajouterais, de proximité, comme l'a évoqué Eric. Et Patrick l'a également évoqué, l'importance de la relation humaine dans les périodes que nous venons de traverser, donc les 2 ans de confinement, d'alternance de confinement, de mise en place du télétravail, etc. Et on s'est rendu compte que l'humain prenait une place de plus en plus importante dans l'attente du client, que ce soit le client final ou le bénéficiaire pour le comité d'entreprise de la RATP. Et ces centres de relations clients deviennent de vrais leviers de développement. Eric, à votre niveau, quelle est votre vision par rapport à tout ça? Moi, je suis arrivé chez Local.fr en 2018, donc on était très décentralisé et quelque part on ne mesurait pas vraiment la qualité de notre relation client. Donc on a essayé de fédérer, donc on avait le choix soit de créer un centre d'appel pour maîtriser ça d'un point de vue central, soit de fédérer nos 11 agences à travers un centre d'appel virtuel. C'est ce qu'on a fait avec Inno, donc un numéro unique qui met en mutualisation l'ensemble de nos assistantes. Donc on a commencé par cette première brique qui était au moins de décrocher et de répondre à 100% à
95 à 97% des appels de nos clients. Ensuite, différents services de l'entreprise ont ensuite été équipés. Donc, on a une vraie problématique, on en parlera tout à l'heure, de recouvrement auprès de cette cible de TPE, PME, mais également nos services RH sur le recrutement. Donc, on a quelque part unifié et mesuré, puisque si on veut de la qualité, il faut de la mesure, la partie relation client. Et on l'a fait à travers l'offre Inno et différents services, donc le téléphone et ensuite le SMS. Et on a chaque année, en fait, développé un peu notre offre, soit dans les départements, soit dans différentes fonctions. Et on est passé d'un premier département avec uniquement le téléphone à 5 ou 6 départements avec tous les canaux qui sont maintenant disponibles et qui ont montré aussi une vraie efficacité. Merci Eric et Patrick, côté comité d'entreprise de la RATP. Oui, je partage plutôt la vision d'Eric. Effectivement, le comité d'entreprise, clairement, partait de rien. Alors nous, on avait un objectif qui était très clair et Inno nous a aidés en ce sens. On devait impérativement digitaliser. La problématique de l'agent RATP, c'est qu'il travaille en horaire décalé. Il ne peut pas forcément se déplacer. Et il a fallu, par la force des choses, créer ce centre de relations, ce centre de contact virtuel pour pouvoir être en proximité des agents. On a réussi ce paradoxe, très clairement, puisque aujourd'hui, à distance, nous sommes plus proches de nos agents que jamais. Alors aujourd'hui, nos conseillers, grâce à Inno, sont positionnés au sein d'un centre d'appel virtuel. Nous avons à peu près 15 conseillers qui traitent en moyenne 50 000 appels par an. C'est une moyenne. Aujourd'hui, on est capable de le mesurer, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout, le plus important, c'est que nous sommes positionnés et identifiés pour nos interlocuteurs comme le point de contact central. Donc on sort de la décentralisation totale avec des conseillères disséminées au sein de différents espaces. Et là, on arrive tout de suite à un point de contact, un point d'entrée pour gérer du multicanal, du mail et du téléphone. Ce qui, grâce à Inno, nous a permis justement de réussir ce pari. Oui, pour faire écho à ce que dit Patrick, effectivement, moi, mon point de vue depuis quelques temps sur la situation, c'est qu'on ne parle plus de parcours client, mais de parcours du client. Et ça s'est vu au CE de la RATP, puisqu'on va adresser différentes typologies de population à laquelle on va proposer tous nos canaux. L'erreur à ne pas faire, c'est de confondre finalement omnicanalité et omnitraitement. Enfin, d'ailleurs, chaque canal doit être traité différemment, chaque demande. Et donc, par exemple, on va devoir s'adapter au canal choisi par le client au moment où il le choisit pour lui apporter la réponse qu'il attend dans sa zone de confort. Et donc, ça a fait écho au travail qu'on a pu faire sur le CE-RATP, sur l'ensemble des canaux. Et même un autre canal finalement qu'on aborde assez peu généralement dans le monde de la relation client, qui est le canal physique, sur lequel on n'a pas encore fini de travailler, mais qui est également un canal qu'on peut totalement aborder avec nos outils et nos méthodes, en fait, qui sont des méthodes tout simplement de relations clients standards, mais appliquées à du desk, en fait, tout simplement. Parfait, merci messieurs. Donc plus concrètement, Patrick, en termes de solutions, puisque vous étiez dans une configuration qui a beaucoup évolué et qui continue d'évoluer, en termes de solutions un peu plus détaillées mises en place au cours des derniers mois, pouvez-vous nous présenter un peu ce que vous avez implémenté ? Bon, déjà, avant de présenter ça, je dois rappeler qu'on partait de très très loin quand même. Objectivement, la relation client chez nous, c'était des contacts physiques au sein des accueils-ventes. Nous avions 5 accueils-ventes disséminés sur l'ensemble de la région parisienne, identifiés par quelques agents comme étant les points d'entrée. Nous avions des traitements par mail sur des boîtes services un peu différentes. D'ailleurs, il n'y avait pas forcément de conseillers pour répondre à ces mails, ce qui était intéressant. On avait des services administratifs qui traitaient les courriers entrants. Et dans cette configuration, il nous a été impossible, clairement, de mesurer notre activité entrante, nos volumes. Ce qu'on a fait avec Inno, en tout cas nous, ce qu'on a demandé, c'est tout de suite pouvoir être en capacité, en tout cas, d'estimer nos volumes, de monitorer notre activité, afin de pouvoir justement, planifier correctement notre activité. Donc, on a implanté ce call center virtuel, donc 15 conseillers qui gèrent du multiflux au sein d'un même espace de travail. Aujourd'hui, nous avons des conseillers dédiés. Nous répondons aux demandes des interlocuteurs de bout en bout. Nous traitons les mails à J, très clairement. C'est-à-dire que vous nous écrivez aujourd'hui, vous avez une réponse tout de suite. Nos taux de prise d'appel, aujourd'hui, on est capable de les afficher.
on est plutôt sur du 80% de taux de prise d'appel. Alors pour un centre de relations clients, ça peut paraître peu, ça peut paraître peu. Nous n'avons pas vocation à devenir un call center. Nous sommes dans une entreprise avec un contexte et un environnement particulier. Le plus important pour nous, c'est de respecter nos valeurs d'engagement et de solidarité vis-à-vis de nos agents RATP. Et en ce sens, nous y parvenons. C'est-à-dire que 80% pour nous, c'est très bon. C'est vraiment très bon, sachant qu'avant, il y avait quasiment rien. On avait un numéro d'appel qui ne décrochait pas. Donc, on continue justement notre développement et nous sommes toujours en recherche d'efficacité. Par l'acquisition récente, on a un projet en cours qui est un CRM pour être encore plus proche de notre client, avoir cette vision 360 degrés du client qu'on n'avait pas du tout avant. Et d'ailleurs, je remercie les équipes d'Inno pour avoir pu très rapidement implanter la solution Salesforce en 2-3 réunions projet. Ils ont été très efficaces pour ça dans leur accompagnement. Cette solution va nous permettre d'être encore plus qualitatif dans la gestion de la relation client. Donc voilà, en gros, on a installé notre centre virtuel. Aujourd'hui, les conseillers traitent les appels correctement. On est capable de mesurer la durée moyenne de communication, le temps de traitement. On est capable de suivre les tâches et surtout, on traite de bout en bout, ce qui était extrêmement important pour nous. Merci Patrick. Jérôme, tu voulais réagir ? Oui, très rapidement. En fait, c'est vrai que c'est un cas d'école pour nous, le CE de la RATP, parce qu'on va adresser des populations très différentes, avec des métiers très différents, mais qui ont des besoins identiques, qui vont... Et si on pousse un peu le sujet, on pourrait se dire que quelqu'un qui travaille en heure non ouvrée peut finalement avoir les mêmes besoins et les mêmes droits au niveau du CE. Et finalement, on pourrait imaginer proposer le canal téléphonique, qui est un canal finalement facile à aborder, même pour des personnes qui ne sont pas devant un bureau. Et si on est en HNO, tout simplement, on va pouvoir réfléchir ensemble dès maintenant sur la digitalisation de ces appels. C'est-à-dire qu'en HNO, quelqu'un va pouvoir appeler un numéro de téléphone et on va lui proposer des services adaptés, malgré qu'il n'y ait pas d'agent disponible. Et la synergie qu'on va pouvoir mettre en place avec Salesforce, ça va être tout simplement, par exemple, un agent qui travaille de nuit va appeler une ligne CE de la RATP puisqu'il n'a que ce moyen-là de contacter le CE dans ses outils de travail. Et on va pouvoir créer des tâches dans Salesforce qui seront gérées à J+1. Mais en gros, on va donner la même possibilité. Encore une fois, si c'est le canal qui est disponible pour l'interlocuteur et qui lui est confortable, eh ben, laissons-le sur ce canal-là et capitalisons sur la digitalisation pour lui apporter une réponse peut-être un peu plus tard, mais en tout cas le même porte d'entrée pour tout le monde. Donc c'est vraiment un cas assez intéressant pour la... Merci Jérôme. Eric, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, mais plus en détail en termes de solutions. Et puis je pense que Salesforce, on va en parler aussi quelques instants. Et on a parlé aussi un peu paiement et recouvrement. Donc je te laisse un peu détailler ce que vous avez mis en place au niveau de local.fr. Donc c'est vrai qu'on travaille avec Inno depuis 2018, donc chaque année on a un peu étendu notre périmètre, soit en termes de département, soit en termes de fonctionnalité. Donc on a à peu près 100 000 appels par an, moitié entrant, moitié sortant. Donc on a une démarche active assez importante et on décroche aujourd'hui entre 95 et 97%. Donc quand un client dit « j'arrive pas à vous joindre », on lui dit vous faites pas le bon numéro. Donc parfois ils appellent sur mobile les commerciaux, mais les commerciaux ils sont en clientèle et ils répondent pas au téléphone. Donc s'ils veulent vraiment être servis, il y a un numéro et celui-là il est fortement décroché. Et comme notre offre, finalement, on vend des sites web, mais ce qu'on vend, c'est du service, c'est pas de la techno. La techno, ça vaut pas grand-chose sur ce marché. C'est vraiment le service qui vaut quelque chose. Donc, quand un client appelle, c'est finalement ce qu'il a acheté, c'est qu'on lui réponde et qu'on modifie son site, qu'on travaille pour lui. Donc, ce qu'on vend, c'est vraiment ce pourquoi il nous appelle. Donc, c'était important qu'on décroche systématiquement. On a essuyé un peu alors, je ne vais pas dire essuyer les plates parce que ça s'est bien passé, mais on a été pionnier, on va dire. Ils ont bien séché depuis. Sur la passerelle Salesforce, puisqu'on était Salesforce depuis 2018 et donc on s'est intégré assez rapidement. C'est très important que l'outil CRM et l'outil téléphonie discutent, puisque la levée de fiches, le fait d'avoir 100% de l'information dès que la personne est décrochée, on gagne du temps, on gagne en DMT, en efficacité, le client se sent reconnu, il appelle, il est chez lui. Donc c'est vraiment important de coupler les deux aspects. Et ensuite, on a travaillé sur de nouvelles fonctions. On a un sujet chez nous, c'est le recouvrement. Alors, on a 12 000 clients, on a plutôt des bons payeurs, mais entre 8 et 10% de clients qui ne payent pas, ça fait vite 1000 clients à rappeler. Et rappeler 1000 clients quand c'est des artisans, des commerçants ou des professions libérales, quand on les a au téléphone, on ne les lâche pas, on va jusqu'au paiement en carte bancaire. Et donc là, on a mis en place un lien SMS
qu'on peut activer en conversation, et le client qui est en face de nous, on ne le lâche pas tant qu'il n'a pas été jusqu'au règlement en carte bancaire. Donc à 60-70%, nos impayés se règlent par un paiement en carte bancaire, puisqu'on est en prélèvement, donc un prélèvement qui ne passe pas, ça peut arriver, on le représente, on laisse souvent une deuxième chance, mais ensuite on passe à la carte bancaire. Et là, avec Kino, c'est vrai qu'on ne désynchronise pas l'appel et la prise de carte bancaire, parce que là, pour le coup, c'est donner l'occasion au client de passer à autre chose, quoi. En fait, oui, effectivement, comme tu le dis, le paiement, dans une relation client, c'est à la fois un moment très sensible et en même temps très, très difficile, parce que c'est un moment potentiellement de litige, ça peut être un point de rupture. Et donc, c'est pour ça que côté Inno, on a volontairement, depuis 4 ans, intégré des solutions de paiement qui sont complètement encapsulées dans la plateforme de relations clients. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un parcours sans couture pour le conseiller, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, et en fonction du type de client, en fonction du contexte client, pouvoir lui proposer différents modes de paiement. Donc soit du paiement par transfert sur serveur vocal, puisque aujourd'hui, vous le savez tous, on a de plus en plus de freins à communiquer directement à un conseiller nos numéros de carte. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rassurer le client à la fois sur la sécurisation de son paiement et de lui proposer des différentes alternatives. Donc soit transfert sur serveur vocal, et donc le client est en autonomie complète et va pouvoir effectuer son paiement, soit effectivement, comme l'évoquait Eric, le paiement par lien, donc mail ou SMS. Et dans le cadre local, c'est vrai que de par la typologie des clients, c'est-à-dire que les artisans, ils sont disponibles entre 8h moins le quart et 8h15, 8h30, et après ils sont sur le chantier et c'est très compliqué de procéder au recouvrement. Donc cette possibilité de pouvoir leur envoyer directement sur le lieu de travail les modalités de paiement, le lien de paiement, et d'encaisser l'argent et avec une réponse instantanée, ça a fortement simplifié cette activité-là. Et alors, côté comité d'entreprise de la RATP, alors vous n'avez pas des clients, vous avez des bénéficiaires, mais vous leur vendez, vous nous l'avez dit, un certain nombre de choses, donc Exactement. Ça peut engendrer également des problèmes de paiement. Oui, ce que disent Hugues et Eric fait pas mal écho chez nous. Moi, ça me rappelle un peu les contraintes qu'on a chez nous. Alors oui, nos agents RATP sont des adhérents, des bénéficiaires. Ils sont un peu comme nos collègues. Ils sont très confiants lorsqu'ils achètent les séjours auprès de nous, puisqu'ils nous donnent leur numéro de carte bancaire en ligne avec le cryptogramme. Bon, moi, ça m'a tout le temps posé problème, là, très clairement. Donc moi, je suis très attentif à ce qui a été développé chez Eric. Et il est vrai que le projet est en cours chez nous. Je vais me rapprocher rapidement de Jérôme pour qu'on puisse aboutir à ça. C'est vrai que cette situation, déjà, elle n'est pas sécurisée, elle n'est même pas réglementaire. Objectivement, ça pose un vrai problème de confidentialité. On a en plus parfois les appels qui peuvent être enregistrés, donc ça oblige le conseiller à couper l'appel au moment de la prise du numéro de carte bancaire. Donc il est vraiment nécessaire pour le comité d'entreprise de sécuriser ces transactions. Donc effectivement, pour les agents qui ne sont pas à l'aise sur le site internet, ils nous appellent et nous pouvons effectivement procéder aux réservations par téléphone. Et nous avons également un service de recouvrement de créances où là, ce traitement-là est sensible et mérite du coup la solution mérite d'être développée chez nous très rapidement. Oui, on a entendu les mêmes mots-clés sur les 3 interventions. Le paiement, c'est un point de rupture dans le parcours client. C'est sensible, on s'attend à se ressentir en sécurité au moment du paiement. Donc nous, on a considéré le paiement comme un canal à part entière finalement. Pour nous, c'est un canal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir distribuer des transactions à payer à des agents, on va pouvoir les mesurer, finalement l'efficacité des paiements, et surtout, si on doit avoir une rupture dans le parcours client, on va créer dans le parcours vocal, par exemple, transformer le parcours vocal en parcours de paiement. Et à ce moment-là, on va par exemple, c'est pas antagoniste, tout en restant au téléphone avec une personne, lui envoyer un lien de paiement sur son smartphone. À ce moment-là, elle va pouvoir en tranquillité saisir son numéro de carte bleue sur son smartphone. Et l'agent, lui, puisqu'on a développé notre propre solution de paiement, va pouvoir tout de suite voir en temps réel si le paiement est effectué. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les personnes dans son paiement sans être intrusif au niveau des données bancaires et surtout mesurer l'efficacité du paiement et son fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment l'aspect agent. Donc là où on va vraiment transformer le canal voix en canal paiement et revenir sur le canal initial après sans qu'il y ait vraiment de rupture technologique. Et puis dans les contextes de recouvrement, c'est intéressant d'intégrer vraiment ce canal-là, c'est-à-dire qu'on va intégrer notre canal paiement, on va le croiser avec tous les autres canaux et on va pouvoir par exemple lancer une campagne SMS de recouvrement qui va automatiser ce recouvrement par SMS.
suite à cette première campagne, par exemple, pousser une campagne VMS, où là, c'est de la voice automation, où on va aussi capter du paiement. Et enfin, finalement, solliciter des ressources humaines pour aller chercher les derniers éléments de recouvrement qui resteraient à récupérer. Et sur ce type de fonctionnement, campagne de recouvrement, où on va séquencer ces 3 campagnes, on a aujourd'hui des retours de nos clients qui montrent un gain de productivité humaine de plutôt aux alentours de 30%. Si vous faites SMS plus Voice Automation avant de faire une campagne vocale humaine, vous allez pouvoir estimer à peu près un gain de 30% sur cet aspect-là. Donc on le considère vraiment comme un canal à part entière, comme je vous le disais, en entrant, en sortant et surtout en mesure de statistiques, d'efficacité. Merci Jérôme. Et juste pour prolonger, en fait, je reviens sur cette notion de sensibilité et d'adaptabilité des modalités de paiement. On a également pris en compte des contextes clients, c'est-à-dire j'ai l'exemple récent chez Local où en fait certains clients disent écoutez, ce qui serait le plus simple puisque moi où j'ai une difficulté en ce moment, on connaît tous des difficultés en ce moment sur un plan économique, donc la possibilité également de faire du paiement différé, c'est-à-dire qu'on va prendre les coordonnées bancaires à l'instant T avec un paiement à J plus X parce que le client est dans un contexte qui ne l'arrange pas de payer instantanément. Donc l'idée, c'est aussi que ces modalités de paiement prennent en compte la réalité des clients et que l'agent puisse adapter la proposition de paiement au contexte. Juste une petite question, Hugues, si je peux me permettre. On a également la possibilité de payer en différé, en plusieurs fois? Alors, paiement différé et paiement en plusieurs fois, effectivement. On peut également fractionner, ce qui est beaucoup utilisé par les sociétés avec lesquelles travaille Jérôme, qui sont vraiment spécialisées dans le recouvrement. C'est la mise en place de plans d'appurement, où là, on va être sur des paiements en 3 échéances, 4 échéances, 5 échéances, qui sont complètement construits à la demande et en fonction des obligations et souhaits du client. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez proposer ces plans de paiement à vos débiteurs, et c'est le débiteur qui va choisir, lorsqu'il va recevoir son SMS, finalement ce que vous lui proposez comme plan de paiement. Donc on va définir avec vous les plans de paiement que vous souhaitez mettre en place, et ensuite vos interlocuteurs vont pouvoir sélectionner le plan de paiement qui convient le mieux. Encore une fois, on va essayer de conserver la personne sur le canal qui lui convient. Imaginons qu'on reçoive un SMS qui nous indique qu'on a un débit, et plutôt que de passer un coup de fil pour demander un plan d'accompagnement, un échelonnement des paiements, et finalement on va proposer directement dans le SMS ces plans de paiement qu'on aura préalablement définis avec le client, avec nos clients. Pardon. Merci Jérôme. Pour parler sur un sujet qui a été effleuré, mais pour rentrer un peu plus en détail, on va parler un peu de mesure et d'évaluation, puisque, comme je le dis souvent, tout ce qui n'est pas mesuré ou mesurable ne progresse pas. Qu'est-ce que vous mettez comme instrument de mesure, au-delà juste des volumétries que vous avez évoquées l'un et l'autre dans vos entreprises? Patrick, peut-être en premier? Alors, la mesure est un sujet compliqué pour nous. Elle est plus dédiée donc à la direction et à l'équipe managériale. Il ne faut pas parler de mesure chez nous. On est dans un comité d'entreprise. Il y a la défense des salariés. C'est très compliqué. Nous, on regarde quand même un certain nombre de choses. La DMT est quelque chose de très, très important qu'on suit, qu'on pilote parce qu'elle nous permet de planifier notre activité. On est capable aujourd'hui, maintenant, et j'en suis très, très fier, de savoir précisément, de connaître la saisonnalité de notre activité. On a 50 000 appels en moyenne et surtout, ça nous permet de voir tout ça, qu'on est capable aujourd'hui de traiter nos appels, d'être donc efficace avec beaucoup moins de conseillers. Alors c'est un sujet qui est très très délicat au comité d'entreprise RATP, peut-être un peu délicat ici dans la salle parce qu'il s'agit quand même on a quand même des collaborateurs, ils sont là, ils ont des contrats de travail, mais en tout cas c'est important pour nous l'équipe managériale en tout cas. Donc 50 000 appels par an, ce qui est très bien. Et en termes de mail, on est plutôt, allez, si je fais interaction mail, on est plutôt sur 250 interactions par jour en moyenne, ce qui n'est pas si mal. Alors moi, je pars du principe où de toute façon, l'adhérent, le client choisit son canal. Certains préfèrent le mail, certains préfèrent le téléphone. C'est vrai qu'on reçoit par moment un peu plus de mails que d'appels téléphoniques, mais voilà, on est plutôt sur 250 interactions par jour. Merci Patrick. Et Eric, côté mesure?
C'est vrai qu'une des valeurs de Local, c'est la performance et l'ensemble des équipes sont mesurées. On a des KPI à peu près dans tous les départements. Donc on a eu moins de mal à les mettre en place chez nous. Donc on a à peu près 50 000 appels entrants, 50 000 appels sortants et nos assistantes sont primées sur le taux de décroché. Donc on fait confiance à Inno et les primes sont basées sur ces éléments-là. Alors un mois, on est passé en dessous de 95 et les assistantes ne comprenaient pas. Elles ont creusé et on a dû retirer les raccrochés sur sonnerie. Parce que c'est vrai qu'un client qui à un moment est dérangé, raccroche alors qu'on n'a pas nous-mêmes décroché, ça rentrait dans les stats. Donc on a même affiné les KPI. Et en fait, notre taux de décroché, oui, 97%, on l'a tenu sur l'ensemble de l'année 2021. Donc on est assez sensible à ça et les assistantes sont assez fières. Et oui. On avait aussi un problème le lundi où c'est traditionnellement les réunions commerciales. Donc les assistantes, elles étaient déchirées entre répondre et aller aux réunions. Donc on les a laissées aller aux réunions. On a ajouté 2 positions qu'on a mis en externe le lundi. Donc on est renforcé le lundi. Et là aussi, ça a été assez simple d'activer 2 positions uniquement le lundi. Et c'est venu renforcer en fait les équipes. Et donc on a conservé notre régularité même le lundi où les assistantes sont moins disponibles. On est d'accord, c'est bien une performance collective, hein, c'est-à-dire les 97%, elles sont incentivées sur la performance de toute l'équipe. De l'ensemble de l'équipe. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Si on parle maintenant un peu dans le futur, en termes de perspective, Eric, vos projets à venir autour des outils de gestion de vos clients? Oui, alors les 4 premières années, on a fait beaucoup de quantitatifs, hein, les KPI mis en place, gérer des volumes. Donc là, on s'oriente un peu plus là, sur la partie qualité. Hein, on a eu une grosse croissance, donc là, on s'attache à la satisfaction client. Donc on a 3 sujets. On a les écoutes. Lorsque nos chargés de projet web prennent le brief avec le client pour définir ce qu'il veut sur son site, l'ensemble des éléments graphiques et autres, on a des écoutes puisque parfois on peut avoir des contestations dans un deuxième temps. Donc on revient à l'écoute et on essaie de comprendre à quel moment il y a eu incompréhension ou éventuellement défaut de discours. Donc les écoutes, c'est un élément important. Donc on les met dans le Salesforce et à tout moment, on peut réécouter un entretien pour voir où on a eu un sujet éventuellement de qualité. On souhaite aussi avoir un NPS qui soit poussé en fin de conversation, là aussi par système de SMS, puisque finalement les clients satisfaits, quand ils l'expriment, il faut vite prendre la satisfaction, vite la mesurer et vite pouvoir s'en servir, parce que sinon il n'y a que les insatisfaits qui s'expriment et on n'a pas une bonne image de notre qualité de service. Donc pousser du NPS par SMS, là aussi, ça fait partie de nos chantiers. Et enfin, la partie data analyse. Nous, ce qui nous perturbe, c'est des clients qui ne nous appellent pas. Et ça, pour le coup, c'est des gens qui achètent du service mais qui ne le consomment pas. Donc, à un moment donné, ils vont soit contester, soit pas renouveler. Donc, on réactive et on va chercher des clients muets. Et donc, ça, on sait le faire aussi en faisant du data crunching des données Inno et régénérer de la campagne d'appel sur du client passif. Puisque finalement, même si un client ne nous appelle pas, il faut lui faire consommer du service et lui indiquer que mettre à jour son site web, c'est une bonne façon de remonter, d'avoir du SEO et donc d'aller chercher du client passif. On peut le faire à travers les données et le croisement des données d'appel et des données Salesforce. Merci Eric. Et vous Patrick, alors... Moi j'aime bien la vision d'Eric. Vous avez commencé en 2018, c'est ça? Je me rends compte à chaque fois que vous prenez la parole vous avez bien 2 ans d'avance par rapport à nous. Mais vous êtes dans la bonne direction parce que nous on va directement donc à cet endroit-là. Donc nous on a 2 objectifs principaux. Alors il y a effectivement l'enjeu de la qualité. Mais plus pour former les collaborateurs, donc avec la mise en place d'enregistrement des appels, la possibilité de réaliser des écoutes discrètes en prévenant bien sûr au préalable les collaborateurs et en faisant les déclarations associées. C'est important, même si on a confiance en l'expertise de nos collaborateurs, c'est de toute façon toujours nécessaire de les faire progresser. On est également en recherche de mesures de la qualité perçue. Vous parliez du NPS. Effectivement, moi j'aimerais pouvoir effectivement pousser un SMS avec derrière une enquête de satisfaction pour qu'on puisse savoir ce que les agents RATP pensent de nous. Alors ils nous le disent par d'autres moyens, mais c'est bien de l'entendre au téléphone. C'est très bien, vous faites un super boulot, merci à vous. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir le mesurer et d'avoir des statistiques précises à présenter en tout cas à nos comités de direction et aux élus de notre nouvelle mandature. Le deuxième enjeu important pour nous, c'est toujours essayer de répondre à cette contrainte d'horaire décalé.
Alors, moi, je réfléchis beaucoup aux stratégies de débordement qu'on peut mettre en place. On a fait l'expérience avec un de nos prestataires qui se charge de récupérer toute la partie des appels et de quelques mails qui concernent la partie vente de billets. Donc, on a réussi cela. Il faudrait peut-être qu'on essaie de l'envisager avec des plateformes externalisées. Je pense qu'enfin, de toute façon, avec la solution Inno, c'est tout à fait possible puisqu'on l'a fait avec un de nos prestataires. Donc voilà, là, mon objectif, c'est vraiment gérer cette contrainte d'horaire décalé, toujours pour essayer de toucher un plus grand nombre d'agents. Bon, on est quand même plutôt satisfait d'une chose. Aujourd'hui, bon, on a quand même des agents qui reconnaissent notre travail, qui disent qu'ils sont plutôt contents de cette nouvelle accessibilité. Et on a tous les jours des nouveaux inscrits sur le site et des nouveaux clients qui nous appellent identifiés en tout cas comme nouveaux clients. Donc je crois que ce pari de la digitalisation est en train d'être réussi. Il reste encore un peu de chemin à parcourir, mais on est sur la bonne voie. Donc je vais m'inspirer un petit peu de l'exemple d'Éric. Merci à vous deux. Et alors, côté Inno, Jérôme, quelle perspective, quel projet dans les cartons ? Bien, énormément de projets. C'est vrai qu'on a vraiment cette vision de développer des canaux. Donc cette année, par exemple, on travaille sur un canal qui nous permettrait d'apporter de la connaissance aux agents en se basant sur de l'intelligence artificielle. Donc finalement, écouter l'agent pour lui apporter l'information en temps réel, lui apporter les éléments de réponse, lui apporter des outils qui auraient été développés dans votre entreprise, mais lui amener directement en analysant ces conversations. On va avoir des outils aussi pour vous aider à vous faire reconnaître sur le marché, tout simplement vous annoncer quand vous appelez sur des campagnes, annoncer pour quelles raisons vous appelez, l'afficher sur les téléphones afin d'augmenter vos taux de décroché. Et puis, avec la période qu'on a tous connue et qu'on rappelle un peu trop souvent parce que ça nous a tenus, on s'est rendu compte que pendant toute cette période de crise, toute personne de l'entreprise pouvait amener sa pierre à l'édifice dans le domaine de la relation client. Parce que quand les entreprises étaient à l'arrêt, finalement, elles avaient besoin de toutes les ressources vives pour répondre aux interrogations des clients, des bénéficiaires au lendemain, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvé chez soi. Et c'est vrai qu'on envisage l'avenir avec des évolutions majeures de notre solution. On va pouvoir finalement intégrer toute l'entreprise tout le temps ou à des moments de crise dans ce parcours de la relation client, dans l'objectif de s'assurer de répondre à la demande au moment où c'est demandé. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu du teasing, mais bientôt on pourra présenter comment notre vision d'intégration de tout membre de l'entreprise vraiment au service de la qualité rendue aux clients. Donc ça, c'est un peu de teasing en avant-première. Merci Jérôme. Écoutez, si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui a été évoqué, présenté sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour y répondre. Bonjour à tous, Blandine Jugé, je suis responsable satisfaction client pour le groupe Nexity, plateforme de services à l'immobilier, donc promoteur et aussi réseau d'agences immobilières. J'ai une question pour local.fr. Pourquoi avoir choisi comme mesure de la satisfaction le NPS plutôt que la CSAT? Et si le NPS est mauvais, quelles actions vous pouvez mettre en place justement pour aller chercher justement de l'amélioration? Alors le NPS nous semblait être un outil un peu standard et en fait c'est un outil de mesure de la satisfaction en interne. Donc le NPS, on le mesure à la mise en ligne de nos sites, savoir si la prestation a été correctement rendue. Et ensuite on a une action assez forte sur les avis, plutôt sur les plateformes. C'est-à-dire on est évalué notamment sur Trustpilot, c'est à peu près la plateforme qui est la plus représentative chez nous. On a plus de 600 avis sur cette plateforme. Donc on pousse pas mal nos partenaires à mettre des avis puisqu'on se rend compte que lorsque un partenaire va contracter avec nous, il regarde sur Internet nos avis et Trustpilot ressort comme la plateforme majeure. Et donc on pousse beaucoup nos clients à aller déposer des avis sur ces plateformes. Donc c'est vrai que le NPS, c'est peut-être une mesure qui
sera remplacée par une autre, mais elle est assez constante depuis 4 ans et on partait d'un NPS négatif, on était à moins 19 en 2018 et on doit être à plus 42 cette année. Donc en fait, on a une vraie progression et ça, on l'a mesuré et on le voit aussi dans notre taux de renouvellement. Donc quelque part, c'est un baromètre qui a été constant. Peut-être qu'un jour on changera, mais en interne, le NPS nous va bien et après en externe, Trustpilot, c'est un peu la référence qu'on s'est donnée et nos assistantes sont primées aussi sur le nombre d'avis déposés sur Trustpilot. Après, le partenaire, le client met ce qu'il veut sur Trustpilot, mais plus on a d'avis, meilleure est notre note. Donc on était parti de 3, on est à 4,4 aujourd'hui. Donc voilà, on a passé la barre des 4, qui est un peu la référence aussi, le seuil fatidique. Et donc on s'y maintient. On a de temps en temps un client qui n'est pas content et qui l'exprime sur Trustpilot, mais avec les autres avis, on a, je dirais, une qualité qui est quand même relativement représentative sur Trustpilot. En fait. Par contre, je ne connais pas l'autre baromètre que vous citiez. Donc, Parce que nous, on mesure la CSAT. En fait, la question, c'était est-ce qu'avec le NPS, vous avez su identifier les irritants et justement pour pouvoir mettre en place des plans d'action visant à améliorer cette satisfaction client, parce que c'est pas toujours facile avec cette question. Alors chaque semaine, on reçoit la liste des NPS et en fait, les détracteurs sont tous rappelés. Donc en fait, le rappel des détracteurs fait qu'on comprend pourquoi et on agit, donc on laisse aucun détracteur dans l'insatisfaction. Et donc, ils sont tous rappelés. On a une cellule satisfaction client qui rappelle tous les détracteurs. Ok, merci. Je crois qu'il y avait une question derrière vous. Voilà, juste derrière. Bonjour. J'ai une question pour local.fr également. Vous avez parlé de digitaliser la relation quand vos agents ne peuvent pas décrocher les appels. Et vous avez parlé de leur proposer des services. Alors, c'est peut-être... C'est pas vous, pardon, c'est le monsieur d'à côté, c'est ça, pardon. Je ne savais plus qui en avait parlé et je voulais savoir quel genre de service et du coup, ça passe sur quels outils? Ça va être avec nos outils. Donc en fait, notre outil de self-care qui est aussi un outil de chat, c'est-à-dire vous allez appeler, on va prendre un exemple concret, un use case, vous appelez alors qu'on a une congestion du centre d'appel. Au bout d'un certain temps d'attente, on va vous proposer finalement de continuer l'expérience sur votre smartphone. Si vous l'acceptez, on va vous envoyer un SMS avec un lien, donc un SMS enrichi, qui va vous conduire à des services qu'on va déterminer ensemble. Ça peut être une demande de rappel, ça peut être laisser un message vocal, ça peut être remplir un formulaire. L'idée étant, encore une fois, de capter finalement à l'instant où le client finalement émet son besoin, le capter immédiatement pour pas s'il doit rappeler, finalement, il va ramener son besoin à un autre moment, il va peut-être le dénaturer, il va peut-être y apporter aussi finalement une insatisfaction puisqu'il n'a pas pu le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer, et là, ça va être en regard des services que vous êtes capable aussi de gérer chez vous, parce que si on propose un rappel suite à une digitalisation, on s'attend à être rappelé. Si vous rappelez le lendemain, on va d'abord... L'idée, du coup, ça rejoint le sujet d'avant, c'est quand on met en place nos outils et nos méthodes chez un client, on passe un certain temps à mesurer finalement et à observer les KPI avant d'aborder ces aspects de digitalisation. Ou alors le grand mot en ce moment, c'est call deflection, mais nous, on appelle ça digitalisation, c'est-à-dire on est obligé de sortir la personne de son canal pour lui rendre le service. Et donc, on va lui proposer de nouveaux services, mais on va tout de suite s'assurer que vous êtes à même, en observant vos chiffres, de rendre ce service. Après, c'est totalement illimité parce que ce module qu'on a développé va pouvoir intégrer des liens sur vos sites web, des liens sur des FAQ, des formulaires qui vont générer finalement aussi des actions. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui appelle à un moment où on sent qu'il y a beaucoup de monde en file d'attente. Si on constate qu'il y a par exemple une facture en attente, on va lui proposer de payer sa facture sur son smartphone. On va lui envoyer un lien, il va rentrer sa facture, il va la payer et à la fin, on va toujours essayer de voir avec vous si on peut proposer tout de même une mise en relation, puisque l'acte initial, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'était le premier acte, la première volonté de la personne, c'était de joindre un humain. Donc on lui a proposé un service et à la fin, toujours lui laisser une porte de sortie pour revenir sur le canal qu'il avait au départ. Donc cette digitalisation, elle propose des services, mais toujours garder en tête qu'initialement, on souhaitait joindre quelqu'un. Et après, tous les moyens, ça dépend de ce que vous voulez faire. En fait, juste pour rebondir sur ce que dit Jérôme, en fait, ce module qui en fait est un assemblage de modules qui utilisent des fonctions SMS, des fonctions de chat, etc.,
les usages sont un peu infinis, c'est-à-dire qu'après, c'est vraiment à bâtir en fonction vraiment de votre contexte, de votre environnement. Par exemple, on l'a aussi utilisé dans un contexte totalement différent sur des problématiques de collaborateurs qui sont sur le terrain, qui avaient des problématiques pour joindre le siège sur de l'assistance. Et en fait, tout l'enjeu, c'était qu'ils arrivent à qualifier simplement le pourquoi ils appelaient. Donc avec des notions de gamme de matériel, de type de matériel, pour être mis en relation avec le bon expert à l'instant T. Donc on a mis ça en place et en fait, ils ont diminué leur taux de transfert en interne de 30 à 35% en quelques semaines. Ce qui est un enjeu majeur de pouvoir être disponible pour bien répondre à ceux qui appellent et de savoir pourquoi ils appellent, etc. Et tout ça peut être bien sûr interconnecté avec votre ESI, c'est-à-dire qu'on peut, par web service, en amont, préqualifier, aller chercher de l'info pour enrichir la demande qui est poussée à l'instant T. Voilà, c'était juste pour compléter. C'est une question pour Inno. Vous avez parlé tout à l'heure d'écoute de la conversation et vous avez donné l'exemple d'une fonctionnalité qui est de suggérer aux collaborateurs une solution en direct. Est-ce que vous avez en projet d'autres fonctionnalités qui seraient liées à cette écoute, notamment d'analyse à la fois de la qualité de la réponse du collaborateur et de la satisfaction du client, sans avoir besoin de pousser un survey après, mais en fait, analyser ce qui s'est passé en live. Merci. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on propose finalement un mini module de QM, parce que le quality monitoring, ce n'est pas notre métier, mais on sait totalement s'interfacer avec plein de solutions du marché que vous trouverez sur le salon. Et donc, soit finalement de faire de l'analyse post-appel en écoutant les enregistrements, en les qualifiant dans des grilles, et dans ces cas-là, soit vous utilisez notre système, soit vous utilisez des systèmes tiers avec lesquels on va s'interconnecter. Et bien entendu, après, on peut s'interconnecter également avec des solutions qui sont basées sur de l'IA, qui vont analyser les conversations et vous faire à la fois de l'analyse de conformité du discours de vos agents, mais également, dans le même temps, tout en même temps, faire aussi des analyses de tendance. Donc en gros, vous produire des analyses de tendance sur ce qui est prononcé à la fois par vos clients, donc vos attentes clients, et vérifier que vos agents apportent la bonne réponse. Donc nous, on ne va pas s'engager, nous, dans des métiers qui sont déjà très bien couverts par des partenaires, mais on s'interconnecte avec eux et chez de nombreux clients, on s'interconnecte justement sur ce genre de solution. Après, la problématique de l'IA, si je peux me permettre, c'est toujours le coût de l'IA versus l'humain chez vous. Parce qu'il faut savoir que les minutes d'IA, donc d'analyse en intelligence artificielle de conversation, sont assez coûteux encore aujourd'hui, même si le marché se transforme. Donc à chaque fois, on va voir avec vous s'il n'est pas plus pertinent finalement de donner cette tâche d'abord à un humain chez vous pour que vous puissiez mesurer la pertinence de la démarche et puis ses résultats avant de vous accompagner vers un partenaire qui saurait couvrir vos besoins.